bascule sur la politique pour le grand dossier, parce qu'on a pas mal de choses à se dire et surtout des questions à se poser. Est-ce que on se retrouvera, nous, Européens, un jour, tout seuls face à Vladimir Poutine? C'est une question que l'on peut se poser assez légitimement quand on voit comment se comporte Donald Trump depuis quelques jours. Alors sur ce plateau, m'ont rejoint Hélène Bonnet, que je remercie d'être revenue. Je suis ravie. Vincent Crouzet, que je suis ravie de retrouver. Bénédicte. Ça fait longtemps. Hein. Oh, Bénédicte. Ouais. Vous êtes trop gentil. Vous êtes expert en renseignement. Vous êtes aussi écrivain, notamment Le Chevalier de Jérusalem, aux éditions Robert Laffont. Parmi vos nombreux livres, merci infiniment d'être avec nous. Tatiana Pécastin, que je remercie également. Bonjour Tatiana, écrivaine spécialiste de l'histoire russe et post-soviétique. Je suis ravie de vous retrouver, ainsi que le général Patrick Dutartre. Bonjour à vous. Vous étiez général dans l'armée de l'air, mais général un jour, général toujours. Si vous le dites. Bien sûr. Alors, la question que l'on se pose, est-ce que les conditions avancent enfin pour obtenir au moins un cessez-le-feu en Ukraine? Eh bien, on va voir que non, pas du tout. Ne serait-ce que sur la fameuse rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, c'est loin d'être gagné. Pour tout vous dire, on n'avance pas d'un pouce. Écoutez, pour commencer, Vladimir Poutine. La partie ukrainienne souhaite cette rencontre et la propose. J'ai dit que j'étais prêt. Venez, nous vous fournirons toutes les conditions nécessaires pour travailler et vous garantirons une sécurité totale à 100%. Mais si on nous dit « nous voulons cette rencontre, mais c'est vous qui devez vous déplacer », je pense que ce sont des exigences excessives pour nous. Je le répète, si quelqu'un souhaite nous rencontrer, nous sommes prêts. Le meilleur endroit pour cela est la capitale russe, la ville héroïque de Moscou. Monsieur Zelensky, si vous souhaitez qu'on discute, venez donc à Moscou et on assurera votre sécurité. Donc, évidemment, réponse de Volodymyr Zelensky hier. Il peut venir à Kiev. Vous savez, si une personne ne veut pas me rencontrer pendant la guerre, bien sûr, il peut proposer quelque chose qui n'est pas acceptable pour moi ou pour d'autres. Mais c'est compréhensible, je ne peux pas aller à Moscou. Alors que mon pays est sous les missiles, sous les attaques chaque jour, je ne peux pas aller dans cette capitale de ces terroristes. Hélène, on est d'accord que c'était le job de Donald Trump, qu'il a accepté d'ailleurs très volontiers, d'organiser une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Cette part-là de Donald Trump, du contrat de Donald Trump, n'a jamais été honorée. Il n'y arrive pas. Il avait même donné un délai. En tout cas, c'était l'écho qu'on avait eu à travers ce que disaient les dirigeants européens qui avaient vu Donald Trump quelques jours après cette rencontre avec Vladimir Poutine. Ils disaient, voilà, Donald Trump veut une rencontre avec... à minima entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, éventuellement. Alors, Donald Trump a souvent dit j'y serai peut-être pas, on verra, peut-être qu'il faut que j'y sois, je ne sais pas. Cette rencontre n'a pas eu lieu au-delà de ce délai de 15 jours. Et l'idée, c'était que Donald Trump mette la pression sur les Russes. Il ne le fait pas. Donc, a priori, cette réunion auquel peu de gens croyaient en réalité n'aura pas lieu. En fait, quand on regarde les choses, Tatiana, il y a quand même, depuis quelques mois maintenant, j'allais dire quasi depuis le début de l'année 2025, depuis que Trump est arrivé à la Maison-Blanche, il a dit plusieurs fois, à chaque fois qu'il a parlé avec Vladimir Poutine ou qu'il a rencontré Vladimir Poutine, il nous disait non mais on a eu une conversation fabuleuse, on a réussi à discuter entre hommes responsables et vous allez voir, les choses vont bouger. Et le fait est que rien n'a bougé, en tout cas du point de vue des Russes. Non, et c'était reculade sur reculade. Puisque même le sommet d'Anchorage, il a eu lieu parce que Donald Trump avait donné un ultimatum à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a dit non, mais je vais venir discuter. Donald Trump avait dit dans l'avion qu'il amenait à Anchorage qu'il serait très déçu si leur rencontre n'aboutissait pas à minima sur un cessez-le-feu. Il n'y a pas eu de cessez-le-feu et finalement Donald Trump dit non, mais il a raison, c'est beaucoup mieux d'aller tout de suite vers un accord de paix. Donc on se rend compte que Donald Trump se rallie toujours, systématiquement, à la rhétorique de Poutine, jusqu'à lui offrir parfois des concessions qu'il n'a pas validées avec les Européens, en amont des négociations. Donc depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, la situation n'a fait qu'empirer pour les Ukrainiens et ça se voit même au nombre de missiles qui sont lancés chaque mois. Aux attaques, c'est de pire en pire, au nombre de morts qui ont eu lieu. La dernière attaque fin août a été... tous les habitants de Kiev ont dit mais... et à chaque fois, ils ont l'impression d'avoir vécu quelque chose qui ne pourra pas être dépassé en horreur et pourtant...
à chaque fois, c'est dépassé. Et donc, j'ai un groupe WhatsApp avec ma famille à Kiev, où il y a tous les membres de ma famille qui n'habitent pas au même endroit dans Kiev. Il se trouve que j'étais en Amérique du Nord, donc au moment où les attaques ont été déclenchées dans la nuit, moi, c'était encore la journée, donc je leur ai envoyé un message immédiatement. Et en fait, quand ils se répondent, chacun s'interroge aussi. Oui, je suis envie. Et vous? Et toi, ouais, parce qu'ils ont vraiment peur, tous les uns pour les autres. Tapis de bombes toutes les nuits, ça a été effectivement extrêmement violent, notamment pendant cet été-là. Alors, ce plan de paix, pour le moment, n'aboutit à rien. De toute façon, il faut un cessez-le-feu pour commencer. Mais sauf que pendant ce temps-là, les Européens, ils s'organisent. Ils s'organisent, ce qui fait réagir les Russes. On va en parler de cette organisation. Mais je voudrais que vous écoutiez la réaction de Dmitri Medvedev, qui est donc, je disais tout à l'heure, la voix de son maître, mais en plus vulgaire. C'est rien de le dire, écoutez. Leur truc, ça ne vaut pas mieux qu'une crotte de chien. C'est des conneries, c'est une hérésie. Ce qu'ils font, pour vous le dire en anglais, c'est du bullshit, c'est de la merde, appelez ça comme vous voulez. Ils se réunissent, discutent de garanties à donner à l'Ukraine, ils inventent eux-mêmes des choses, et ils viennent le présenter comme une garantie. Alors, bullshit, qu'est-ce qu'on en dit, Vincent Crouzet? Sur le papier, il est vrai que sans les Américains, ce plan-là ne peut pas aboutir à quelque chose, puisqu'il faut d'abord un cessez-le-feu, c'est la condition sine qua non. Bon, si on met en colère Medvedev et qu'il nous traite de crotte de chien, c'est qu'on avance et qu'on construit. Donc c'est plutôt bon signe. À la vérité, seuls les Européens avancent sur le dossier. Alors le problème, c'est que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On ne sait pas par quel bout commencer, mais déjà la question des garanties de sécurité au-delà d'un cessez-le-feu sont déjà posées, avec plus ou moins le soutien américain. Là, ça reste un petit peu la question en suspens, mais c'est déjà une question que nous avons réglée. C'est une question à laquelle nous apportons des réponses. Et il n'y a pas que les Européens, parce qu'on dit les Européens, mais il y a les Australiens, il y a les Japonais, il y a une trentaine de pays en tout. Ah oui, non, c'est très important. En plus, ce sera une solution extrêmement souple, puisque nous avons mutualisé nos moyens. Patrick va nous en parler. Un petit peu dans l'esprit de la réunion des chefs d'état-major qui avait eu lieu en février dernier, suite au collapse dans le bureau ovale du 28 février. Ces chefs d'état-major, en fait, avaient posé les moyens qu'ils pouvaient mettre, et les uns et les autres, les uns à côté des autres. Donc nous allons mutualiser les moyens et nous allons engager des efforts en fonction, de la politique de chacun des pays, en fonction malheureusement de l'opinion publique à l'intérieur de chacun de ces pays, d'où d'ailleurs la position italienne. Vous dites malheureusement, mais c'est le jeu de la démocratie, c'est aussi... Oui, c'est le jeu de la démocratie, mais au regard des attaques et des ingérences permanentes russes sur nos démocraties, malheureusement, la démocratie, elle est bien malmenée. Mais une question quand même, Général Dutartre, est-ce que ce plan-là, puisqu'il est donc conditionné au cessez-le-feu, et on a bien compris que c'était très compliqué, est-ce qu'il serait envisageable, en plan B, applicable sans le cessez-le-feu? C'est impossible. Alors, d'abord, je pense qu'il n'y a pas un plan, mais il y a plusieurs options. Oui, on imagine. En fait, plusieurs options. On l'espère, en tout cas. Comment ça se passe, Vincent a commencé à le décrire, mais chaque pays, c'est comme ça qu'on fait, en fait. On l'a fait depuis la guerre du Golfe. Chaque pays dit, qu'est-ce que tu peux amener au pot, en fait? Qu'est-ce que tu es capable de mettre comme division, comme brigade, comme moi, moyen aérien? Moi, je peux mobiliser 15 000 hommes Absolument. cette année. Moi, je peux mettre tant d'avions, de préférence, dans tel type de base et tout. Et on regarde les besoins. Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire une sorte de force de réaction rapide, comme on l'avait fait à l'époque en ex-Yougoslavie, la FRR, franco-britannique d'ailleurs, qui avait été utilisée avec beaucoup de succès parce qu'elle a mené quelque part après au plan de l'OTAN et on avait stoppé ce terrible drame de l'ex-Yougoslavie. Et ça fait 25 ans maintenant, c'est un vrai succès occidental. Donc c'est un peu la même idée, si vous voulez, avec des déploiements de force. Alors bien sûr, ces déploiements de force, une fois que vous avez fait tout ça, vous regardez qu'est-ce que chacun peut mettre, quels sont les trous dans la raquette éventuellement, comment ils peuvent être comblés, et ensuite le positionnement va dépendre de plein de choses, des plein de vue évidemment politique intérieure, et tu as tout à fait, Vincent, raison de le souligner, parce qu'on imagine les Allemands ils ne veulent pas aujourd'hui mettre des troupes au sol de toute façon, on va en reparler longuement, parce qu'on a aussi beaucoup de les Français, à venir. Le président Macron dit oui, mais l'opinion française, elle doit être un peu plus nuancée, et jamais les Russes n'accepteront. Donc, vous voyez, il y a des jeux à tiroir, sachant que j'ai toujours pensé que c'est pas strictement indispensable de mettre, après un cessez-le-feu, des troupes en Ukraine, si on peut, ça peut permettre d'avoir un plan de paix
prêt et une force de réaction rapide qui peut se déployer rapidement. En revanche, là vous posez une très bonne question, c'est est-ce qu'on ne peut pas envisager dès maintenant, éventuellement, des troupes dans la partie occidentale de l'Ukraine, non pas pour combattre, mais au moins pour montrer la détermination européenne. Ça, c'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, ça n'avance pas. Ça pourrait être aussi un moyen de négociation en disant mais on retirera ses forces. Oui, mais vous dites pas pour combattre, mais pour montrer la détermination. Il suffit qu'il y ait un accrochage, un missile qui tombe, une attaque, donc il faudra répondre. On a des risques. Donc, si on mais malheureusement, on a des risques. Alors aujourd'hui, on sent que les choses ne sont pas mûres, mais on peut aussi le faire de manière aérienne. Ça, c'est une chose. Et je voudrais rajouter dans la réassurance à la position américaine, à moins qu'on en parle un petit peu après, je ne sais pas, c'est que ce qui est quasiment quand même en principe acquis, c'est que les Américains aient une force aérienne de réassurance. Ouais. C'est ce que demandaient la plupart des Occidentaux, c'est-à-dire des moyens de combat qui peuvent être engagés extrêmement rapidement. Alors ça, les Américains peuvent le faire. Ça, on va en reparler. Juste un mot avant de faire tourner la parole, mais vous disiez, chacun vous compte et dit voilà ce que moi je peux apporter au pot. En l'état actuel des forces, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions ? Parce que quand on dit moi j'ai 15 000 hommes, c'est pas 15 000 hommes qui vont être postés H24 sans relève, sans rien. 15 000 hommes, c'est en fait 5 000 utiles. Enfin, je sais pas quel est le ratio. Mais... Oui, mais à la limite, est-ce que c'est un chiffre, je dis bien c'est de la réassurance, donc c'est un chiffre permanent qui est vraiment important, ou la capacité à déployer en très peu de préavis un certain nombre de personnes. Et moi je pense que c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire preuve de souplesse. Un chiffre, ça sert à quoi s'ils sont pas employés? Là où c'est important, c'est lorsqu'ils sont employés, qu'ils réagissent extrêmement rapidement. Ouais, donc vous pouvez faire preuve de beaucoup de souplesse. D'accord. Juste un mot, Tatiana, est-ce que ça inquiète en Russie malgré tout? Parce qu'on voit que Medvedev réagit. Alors souvent, il réagit sur des petites choses, puis souvent, on lui demande de réagir aussi parce qu'on voit que potentiellement, ça inquiète. Est-ce que cette capacité qu'ont eu les Européens plus volontaires, on va dire, de se mettre d'accord en peu de temps, finalement, les chagrine? Alors, il y a l'état-major russe, les dirigeants russes et la population. La population n'est pas au courant? Non, et puis c'est très difficile de savoir ce qui se passe parce qu'il y a des contraintes encore plus fortes sur l'utilisation de WhatsApp notamment, où on ne peut plus avoir d'échanges vidéo, on peut juste écrire, mais on est toujours très très prudent dans la manière dont on converse avec les Russes. L'état-major, c'est quand même intéressant de voir que Poutine a été très mal renseigné parce qu'il était vraiment persuadé au début de la guerre qu'il pourrait mettre l'Ukraine à genoux en 3 jours et aller jusqu'à Kiev en 3 jours. Donc, est-ce que l'état-major se rend compte de la menace et est-ce qu'ils en font un compte-rendu sincère à Vladimir Poutine? C'est encore autre chose. Mais oui, ça n'est pas une bonne nouvelle pour eux malgré tout. Et si c'était une bonne nouvelle, ils ne seraient pas aussi véhéments, aussi outranciers dans leur réaction. Ouais. Donc on peut supposer, puisque sur la présence de forces militaires non ukrainiennes sur le sol ukrainien, Vladimir Poutine a dit il y a 2 choses. Tant que nous combattons, pour nous c'est des adversaires. Donc où qu'ils soient positionnés, quelle que soit leur mission, on a le droit de les cibler. Et puis une fois qu'on aura un accord de paix, à quoi servent-ils? Puisqu'évidemment, la parole de Vladimir Poutine vaut or, il ne s'est jamais contredit, il n'est jamais revenu sur sa parole. Mais on voit quand même que, vu la véhémence de leur réaction, et puis il joue aussi sur les opinions publiques occidentales, parce que c'est ce que disait Vincent. Non, mais dire à l'opinion publique française, s'il y a des soldats français en Ukraine, moi, Vladimir Poutine, je peux les toucher, c'est un moyen aussi d'effrayer la population française et de faire en sorte qu'il y ait un sentiment contre le déploiement de ces troupes. Donc le fait qu'ils aient des réactions si rapides, si outrancières, si véhémentes, ça montre quand même... Ça montre quelque chose. Alors maintenant, la vraie question, et c'est celle qu'on évoquait là, c'est quid du soutien américain? Comment les Américains vont ou pas nous aider? Donald Trump, il le dit, j'ai gagné 7 guerres depuis que je suis arrivé à la Maison-Blanche. 7, le chiffre 7, 7. Donc celle-là, elle est un peu plus longue à gérer, mais je vais y arriver. On en reparle juste après la pub. On va revenir sur notre dossier, notre grand dossier, qui est un grand dossier étranger également, puisque on parle des questions de sécurité, des garanties de sécurité. Où en est le soutien américain, puisque, rappelons-le, le deal c'était Trump fait taire les armes, et nous on se charge de faire en sorte que les armes ne parlent plus jamais dans cette zone-là. Les garanties de sécurité pour Trump, c'est pas tout à fait son business, il le redit. Écoutez. Des garanties de sécurité que vous avez avec l'Ukraine, monsieur? On va trouver une solution, on va les aider. Écoutez, nous voulons sauver beaucoup de vies, alors nous allons faire quelque chose. Je pense que les gens s'attendent à ce que nous les aidions. L'Europe sera de loin la première à agir, et elle veut être la première, elle veut que cela cesse. L'Europe veut que cela cesse, et cela cessera, cela cessera. Tout à coup, tout va s'arranger, vous verrez.
En fait, ce qu'il nous dit, là, Vincent Crouzet, c'est qu'il nous dit, écoutez, on est très contents si les Européens et autres arrivent à faire effectivement ces garanties de sécurité, mais nous, c'est pas tellement notre rôle pour le moment. Nous, on fera service minimum, vous savez, on va pas trop s'impliquer là-dedans. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, parce qu'il y a un tel flou depuis un mois sur les garanties de sécurité que pourraient apporter les États-Unis, qu'ils soient là à nos côtés en ce qui concerne la logistique et éventuellement l'effort aérien, notamment l'aviation cargo, le transport des munitions, du matériel, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais il faut qu'il y ait quand même une certaine unité dans ce futur mouvement des forces de réassurance, des garanties de sécurité amenées par les Européens. Et qui dit unité, parler d'une seule voix. On ne peut pas parler d'une seule voix, à la fois à Washington, notamment avec Trump, et puis côté européen. Donc finalement, c'est beaucoup mieux qu'ils nous laissent tranquilles et qu'ils nous laissent faire sur notre propre continent. Alors on va voir si on est capable effectivement d'assurer notre propre sécurité. Il y a quand même une chose sur laquelle ils sont a priori OK pour se mouiller, si j'ose dire. Ils sont d'accord pour gérer la fameuse zone tampon dont on a tant parlé, qui permettrait de sécuriser les Ukrainiens. Brandon Warrett, vous avez regardé, quand on dit gérer cette fameuse zone tampon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, Bénédicte, une zone tampon, effectivement, qu'on évoque depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, pour assurer la sécurité ukrainienne en cas de nouvelle agression russe. Une zone tampon qui se situerait sur cette ligne de front. Alors, au sein d'une zone démilitarisée, à 40 km de la frontière ukrainienne et à 40 km de la frontière russe, donc 80 km au total. Alors pourquoi 40 km? Parce que selon les spécialistes, eh bien, c'est la portée de l'artillerie. Alors selon nos confrères de NBC News, eh bien, si un accord de paix est conclu entre Moscou et Kiev, eh bien, les États-Unis pourraient jouer un rôle important dans cette zone tampon. Alors oubliez totalement l'idée de troupes américaines au sol, il n'en est pas question, Donald Trump l'a dit et l'a répété clairement. Mais les États-Unis pourraient jouer un rôle avec comme mission principale la surveillance. Ce sont donc les moyens technologiques américains qui seraient mis en avant, que ce soit des drones, des satellites, d'autres moyens de renseignement aussi, et bien tout cela en coordination avec d'autres pays. Mais d'autres questions également se posent, parce que où se situerait précisément cette zone de surveillance américaine? Est-ce qu'elle se situerait assez à distance de la Russie? Et puis s'il y a une infraction qui se déroule, qui se décèle sur cette zone tampon, que se passe-t-il? Et puis l'armée américaine peut-elle par exemple survoler l'espace aérien ukrainien? Il y a autant de questions. Il n'y a pas de réponse concrètement aujourd'hui, puisque les négociations n'ont pas abouti entre Kiev et Moscou. Alors, si on prend, toute proportion gardée, un modèle qui existe déjà pour cette zone tampon, c'est le cas de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Il n'y a pas de forces américaines au sein de cette zone démilitarisée, mais il y a des Américains, des soldats qui sont déployés en Corée du Sud depuis la fin de la guerre, depuis 1957. Regardez, ils sont en nombre, 28 500 soldats donc en Corée du Sud. Alors, pas de soldats américains en Ukraine, ni de soldats issus des pays de l'OTAN, mais toujours, selon nos confrères de NBC News, eh bien, il pourrait y avoir des soldats issus de pays non membres de l'OTAN. Par exemple, c'est un ou plusieurs pays, on affirme selon plusieurs sources donc militaires au sein de NBC News, ce seraient donc des soldats bangladais ou des soldats saoudiens qui pourraient donc assurer une certaine sécurité au sein de cette zone tampon. Alors, est-ce que cela verra le jour? Évidemment, les négociations donc sont en cours et selon plusieurs donc sources militaires donc qui sont signalées par NBC News, eh bien au sein de cette zone tampon, l'objectif serait d'avoir un modèle qui ressemble à celui de la FINUL qui existe au Liban et qui restera jusqu'en au moins 2027. Qui est une force de maintien de la paix. Merci beaucoup. Merci Brandon. Alors je sais que vous avez quelques infos, Hélène, mais on a du mal à comprendre en fait comment on peut imaginer d'avoir, parce que très concrètement, alors on ne sait pas si c'est 40 km, 60, tout est assez flou, mais comment on peut avoir une espèce de zone tampon qui est une zone qui serait bien plus large que ce qui est le cas de la zone démilitarisée, par exemple en Corée du Nord, enfin entre les deux Corées. Ça, c'est une zone dans laquelle il y a des habitants. Enfin, je veux dire, ça ne va pas devenir un no man's land.
Non, mais c'est toute la question en fait. Comment ça va s'organiser, comment ça va être surveillé. Alors, ce qu'on m'avait expliqué, c'est que le premier garant de la sécurité de cette zone, ça va être l'armée ukrainienne. Ce sera eux en première ligne, en tout cas côté ukrainien, et que le rôle des alliés de l'Ukraine, ce sera de les aider, de les renforcer en termes de matériel, de leur permettre, logistique, voilà, exactement, de les soulager en termes pour la formation, par exemple, parce que ces personnes vont devoir former d'autres militaires pour pouvoir faire des rotations. Enfin, il va y avoir un soutien sur le matériel et puis la logistique. Mais il n'est pas question d'envoyer des alliés, des Français, des Britanniques sur cette première ligne. La surveillance en termes de renseignement, l'appui logistique pour de l'aérien, mais ça c'est compliqué avec les États-Unis parce qu'ils ne définissent pas clairement en quoi ça pourrait consister. En tout cas, Donald Trump parle de soutien aérien, mais il ne précise pas quoi, serait donc assuré par les États-Unis, et la présence éventuellement de troupes, donc qui seraient principalement des Britanniques et des Français, ça serait plutôt à l'ouest de l'Ukraine, derrière le Dniepr, dans des positions qui ne sont pas, en tout cas, publiquement définies, mais sans doute sur lesquelles les états-majors travaillent, avec un nombre d'hommes. Pareil, il y a plusieurs scénarios sur la table, peu d'hommes, beaucoup d'hommes. Tout dépend de ce qu'on veut faire et aussi de quel type de réassurance on veut faire, parce qu'on parle du terrestre, il y a la mer, la terre, donc tout ça est couché sur le papier par des états-majors, plusieurs options. Il va falloir trancher ces options. Ce qu'on ne sait pas, c'est cette zone tampon. Est-ce qu'il y aura des observateurs qui pourraient jouer ce rôle? Donc il y a eu, c'est vrai qu'on entendait ces dernières semaines, on parlait de le président russe, il ne veut pas voir un Européen dans cette zone tampon, c'est hors de question. Il ne veut pas avoir un Européen tout court en Ukraine. C'est ça. Mais est-ce que d'autres forces pourraient jouer ce rôle? Est-ce que ça serait suffisant aussi? Il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes. Il y a même une question, quand on regarde la carte que nous montrait Brandon tout à l'heure, en fait, ça veut dire cette zone tampon, alors quelle que soit la profondeur, on verra, et voilà, mais cette zone tampon, elle part de la ligne de front. Donc ça veut dire que, quoi qu'il advienne, c'est une zone alors je ne vais pas dire à laquelle les Ukrainiens renoncent, mais c'est une zone qui foncièrement n'est plus gérée par les Ukrainiens, n'est plus, comment je pourrais dire ça, formellement, une zone qui appartient au territoire ukrainien. C'est-à-dire qu'ils renonceraient à ça. Et les Russes aussi. Est-ce que vous pensez une seule seconde que Poutine va renoncer aux 40 km, à ces 40 km-là, alors qu'il a perdu 700 000 hommes depuis 2 ans à peu près, morts, blessés, etc., en conquérant à peu près 1% du territoire ukrainien? Vous pensez qu'il va retirer ses forces de 40 km ? C'est totalement illusoire. Je n'imagine pas un seul instant Poutine et son état-major renoncer à ces kilomètres qu'ils ont conquis aussi Est-ce qu'on peut imaginer, du coup, prendre le problème à l'envers, puisqu'on parlait tout à l'heure de cette fameuse rencontre qui n'a pas lieu et que donc qui ne peut pas aboutir à un cessez-le-feu, de se dire qu'en fait, ni Zelensky, ni Poutine ne veulent de cette histoire de no-go zone, enfin de couloirs, de couloirs sécurisés pour de zones tampons. Voilà, merci, cherchez le mot. Et que c'est pour ça que cette rencontre n'a pas lieu. Et c'est pour ça que le plan de paix n'avance pas. Oui, certainement. De toute manière, cette DMZ ou cette zone tampon, elle va exister un jour ou l'autre. À partir du moment où un accord de paix va être trouvé, nécessairement, il y aura une espèce de partition de fait, malheureusement, Tatiana, et cette zone tampon existera. Maintenant, le problème des zones tampons, c'est qu'en Corée, ça existe depuis 68 ans, et c'est une épée de Damoclès permanente qui pèse sur la sécurité de la Corée du Sud. Donc, c'est pas nécessairement la solution maximale pour l'Ukraine. Alors justement, cette affaire-là, donc on essaye de comprendre comment les Américains pourraient s'engager, etc. On a bien compris que c'était difficile. Donald Trump, lui, a toujours, en tout cas officiellement, envie que cette guerre se termine. On verra s'il y a intérêt ou pas, c'est une autre question. Envie que cette guerre se termine, et il reconnaît lui-même que c'est plus compliqué que ce qu'il pensait. Écoutez.
Vous savez, nous avons résolu cette guerre. Nous avons celle qui, selon moi, allait probablement être l'une des plus faciles, celle entre le président Poutine et l'Ukraine. Et celle-ci s'est avérée un peu plus difficile. Mais les 7 sont terminées. Elles étaient censées être beaucoup plus difficiles à résoudre. Je les ai toutes résolues. Et nous allons également résoudre l'autre. Mais cela s'est avéré un peu plus difficile que je ne le pensais. Et cela sera fait, où ils devront payer. Alors, business is business, on reviendra là-dessus parce que ça aussi c'est l'intérêt suprême de Trump, c'est ça bien évidemment. Pour la mise en place de cette zone tampon dont on parle beaucoup, vous nous disiez tout à l'heure en antenne que vous aviez participé en ex-Yougoslavie, vous aviez été projeté sur le terrain, donc vous connaissez très bien ces sujets-là. Très concrètement, parce qu'on a du mal à comprendre en fait comment nous Européens, avec les pays qui sont qui sont volontaires, donc le Japon, l'Australie, le Canada, etc. Comment très concrètement nous on pourrait faire sans les Américains pour essayer de mettre en place quelque chose qui fasse finalement se taire les armes sur le terrain ukrainien. En fait, vous partez, le point clé, c'est pas de partir de nos pays, c'est partir de, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, les lignes de front. La première chose, c'est qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu ni plan de paix tant que le président Zelensky et le président Poutine ne seront pas mis d'accord sur cette fameuse... Sur la ligne. Exactement, sur la frontière théorique en Ukraine, provisoire en tout cas, pour une ligne de cessez-le-feu. Donc la première chose incontournable, c'est se mettre d'accord sur une ligne de cessez-le-feu. Si ça, on arrive à le faire, là, on peut enfin travailler. Alors, il y a quand même, pardon, je vous coupe, mais il y a quand même une chose sur laquelle Vladimir Poutine est revenu cet été, quand il disait « je veux les 4 oblasts », etc. Il a fait une concession quand même, en disant « écoutez, si on doit se contenter de la ligne de front, on va le faire ». Non, il a surtout dit qu'il n'irait pas chercher le total des oblasts, notamment de Kherson et de Zaporizhia. C'est-à-dire qu'au-delà de Dniepr, par exemple, on n'a pas cherché et on laisserait un bout de Zaporizhia. Donc ça, une vraie concession, mais il voudrait un peu plus de l'autre côté. Et c'est pour ça que Trump était content, parce qu'il dit ça y est, ils ont lâché un peu quelque chose. Maintenant, et puis les Européens, Zelensky, ont dit non, mais nous, on ne veut pas lâcher du tout cette chose-là. Donc la première chose incontournable... D'abord, on se met d'accord sur la ligne. C'est se mettre d'accord sur la ligne. Si ça, c'est fait, après, c'est plus de la modalité. Alors la modalité, c'est quoi ? C'est est-ce qu'on prend 20 ou 40 km de chaque côté, et ça, c'est pas une zone tampon ou une zone démilitarisée, c'est-à-dire que les gens, les civils notamment, puissent vivre, mais par contre, il n'y a plus un seul militaire ukrainien et russe dans cette zone-là. Ensuite, il faut arriver à faire respecter un cessez-le-feu et surveiller qu'il n'y ait pas de militaires dans cette zone. Alors là, il y a plein de moyens de le faire. Il y a mettre des observateurs. C'est pas une force de maintien de la paix, c'est pas maintien de la paix, c'est observateur d'une ligne de front. Et ça, c'est des militaires ou c'est quoi ? Ça peut être, les Chinois ont proposé, les Russes accepteraient les Chinois, ça peut être, comme il est dit tout à l'heure, c'est quoi, c'est des civils, les Saoudiens. C'est des militaires. À la limite, on peut envisager les deux, sachant que c'est extrêmement difficile quand même. Il ne faut pas se faire d'illusions parce que en 2014, la ligne de cessez-le-feu, elle était en permanence non respectée. C'est très difficile, mais c'est pas impossible. À partir du moment où il y a une vraie volonté extérieure, il n'y a pas qu'une volonté, parce que les Russes et les Ukrainiens, bien sûr, se renvoient les coups. On ne sait jamais quel est le premier qui a balancé le coup, et après ça répond, et ainsi de suite, et ça n'arrête pas. Sûr. Et donc il suffit d'un seul tir, mais par contre c'est possible, avec des observateurs, on fait le bilan, et donc là on peut mettre des observateurs au sol, qui sont ni européens, ni américains, ça c'est totalement possible. Et là vous disiez les Chinois se sont proposés. Mais moi je trouve que c'est une très bonne idée les Chinois, parce que du coup ça dissuadera quand même les Russes de taper sur les Chinois, parce que c'est leurs alliés, donc pourquoi pas. Donc ça c'est des observateurs. Il y a une deuxième chose, c'est là ce que propose Trump, c'est que nous on s'occupe de la surveillance aérienne de cette zone démilitarisée. Mais c'est déjà fait. Non. Ils sont déjà leurs satellites, etc., les renseignements. On s'illusionne parfois sur les satellites, ça ne fait pas tout un satellite. D'accord. C'est fait une couche nuageuse et vous n'allez pas prendre des photos parce que vous ne pouvez pas. Donc on fait voler des avions américains, ça veut dire ? J'ai pas dit ça non plus. Vous pouvez mettre des drones, par exemple, qui en permanence survolent la zone de front. Vous pouvez mettre des vrais avions, mais d'observation, en notifiant le plan de vol aux deux parties en permanence. Voilà, de telle heure à telle heure, vous avez un avion qui va partir de point A, qui va surveiller, et tous les jours, vous pouvez mettre des gens qui prennent des photos en permanence, en plus les satellites, bien sûr, en plus le renseignement, en plus des observateurs de la ligne, et vous essayez tant que faire se peut, de faire fonctionner cette zone démilitarisée. Et s'il y a c'est pas tout. Ah, c'est pas tout, pardon. Là, vous partez donc de la ligne de front, là, vous êtes démilitarisé, et ensuite,
justement, ce que veut Zelensky, c'est une force de réassurance s'il y a un incident grave et surtout si les Russes prépositionnent des forces. Donc là, qu'est-ce qu'il faut? La force de réassurance, c'est une force de réaction rapide, européenne évidemment, ou de la force des volontaires, qui soit capable d'intervenir rapidement en face pour dire non, là tu vas pas, parce que nous on arrive là. Mais à partir d'où? Qui serait positionné où alors? Les Européens, certains Européens veulent que ce soit l'Ukraine. Moi je pense que les Russes n'accepteront jamais. Donc il vaut mieux les mettre à la frontière. On l'évoquait Tatiana tout à l'heure, en Pologne, en Roumanie, dans les Pays-Baltes. Mais c'est qu'une question de temps, mais ça va très très vite. Très, très vite. En plus, si vous avez une observation en permanence de ce qui se passe, vous pensez bien que le déplacement des troupes, il ne va pas être discret. Je veux dire, à partir du moment où des gens sont en permanence en train d'observer ce qui se passe sur une ligne de front. Donc c'est quand même une garantie, une première garantie. Et ce que veut la réassurance, donc ça les Européens peuvent faire, les volontaires peuvent le faire, avec des modalités qu'il faudra définir. Et enfin, la troisième chose, c'est la fameuse garantie des Américains. C'est quoi? C'est que les avions de combat soient prêts à intervenir, c'est nécessaire. Et en plus, mettre des moyens logistiques, et puis en plus avec les renseignements. Donc avec tout ça, on peut faire quelque chose, un deal. Et ça dure combien de temps? Parce que... Je veux dire, il y a un seul point clé, c'est se mettre d'accord sur la ligne de front. Non, sur la ligne de séparation. Ce que je voulais dire, c'est on met cette zone tampon en place pour combien de temps? Après, il y a le temps nécessaire, le temps que Poutine restera là, ça ne bougera pas. Et qui paye tout ça? Après, tous les pays vont donner leur contribution comme une force promue. Ça, c'est, à mon avis, c'est pas le sujet majeur parce que. Non, mais c'est le sujet pour Trump quand même, parce que. Oui, mais les avions, ils n'ont pas besoin de voler en permanence. Si vous voulez, le gros avantage d'un avion, c'est que regardez ce qu'ont fait les Américains en Iran. Excusez-moi, mais les B-2, ils étaient au fin fond du Midwest américain et quelques heures après, ils bombardaient les sites de manière furtive en Iran et les Iraniens n'ont rien vu venir. Donc ça va très vite avec l'aviation, c'est ça qui est bien. Et donc en Europe, bien sûr, c'est même pas une question d'heure, ça peut être une question de quelques minutes. Donc vous voyez, on peut faire pas mal de choses, mais ça sert à rien c'est bien de travailler dessus, ça montre la détermination européenne, la force des volontaires, mais le point clé, c'est là qu'il faut arriver à une situation, c'est de délimiter au moins une zone temporaire, en fait, de cessez-le-feu. Alors, après, il y a la question politique, parce que c'est aussi évidemment une volonté politique. La problématique qu'on a, Hélène, d'ailleurs, c'est qu'on a dans un certain nombre de pays européens des élections qui arrivent. Nous, on est dans une situation politique qui est quand même particulièrement compliquée, et c'est pas faute d'en faire pendant des heures sur cette antenne. On a au moins 3 pays dans lesquels une alternance politique pourrait mettre un peu, faire capoter ce genre de projet. On a la France, on a des pays dans lesquels on a des partis qui pourraient arriver au pouvoir qui sont plus sympathiques avec les Russes que les autres. Donc la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, Nigel Farage en Grande-Bretagne, par exemple. Pas de façon imminente, mais des pays qui sont confrontés à des difficultés politiques internes. Donc, vous citiez Nigel Farage chez les Britanniques, qui d'ailleurs faisait sa rentrée politique hier et justement pointait du doigt les faiblesses du gouvernement britannique. Lui, typiquement, effectivement, il ne veut pas aller aider l'Ukraine. En Allemagne, l'AfD est très très forte et on voit que le chancelier Merz n'est pas si solide que ça et même dans ses prises de parole. On l'a diffusé sur notre antenne cet après-midi. Il se montre assez pessimiste. Ah oui, c'est voilà. On va le réécouter tout à l'heure. Mais peut-être aussi c'est un message adressé aux Allemands, pour leur montrer qu'on ne peut pas se reposer continuellement sur les Américains. Il y a peut-être ça aussi derrière cette prise de parole, une prise de conscience des opinions publiques. Mais même en France, on a des problèmes économiques. Politique, on le voit ces jours-ci, et puis de manière générale, les opinions publiques ne sont pas du tout prêtes à un déploiement de troupes sur le sol ukrainien. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont pas prêtes du tout. Et en même temps, les sondages montrent que le soutien à l'Ukraine est toujours aussi fort mois après mois. Afficher son soutien à l'Ukraine, c'est une chose. Assurer la sécurité de l'Ukraine, ça a un coût. Ça a un coût à minima en termes d'argent. Et puis ça peut, si on décide d'aller plus loin, avoir un coût humain. Prendre un risque pour les troupes françaises, par exemple. Et ça, je pense que c'est une autre échelle pour la population. Et pour vous donner un exemple, je suis rentrée dans un taxi l'autre jour, la première chose qu'on m'a dit, c'est hors de question, pourquoi on s'occupe encore de l'Ukraine. Donc on est quand même très très loin de ces préoccupations.
Je voudrais rebondir sur ça. Alors, le chauffeur de taxi qui m'a amené ici m'a dit la même chose, mais ça nous coûte très cher, à nous, Français, de nous occuper de l'Ukraine et on pourrait allouer l'argent différemment. L'instabilité géopolitique a aussi un coût. Elle a un coût sur les investissements, elle a un coût sur le recrutement et donc, par ricochet, elle a un coût sur la croissance. Si on arrive à mettre en place cette zone tampon et à créer cette force de réassurance qui aura un coût, mais comme l'a très bien expliqué le général, moi j'ai pris une masterclass live et merci encore. Bah oui, parce qu'on comprend tout. Hein. On arrive quand même à cantonner ce coût. Bien sûr. Eh bien, le regain de stabilité, je ne dis pas que ce sera une stabilité à tout jamais, mais le regain de stabilité qui va en résulter sera, j'en suis certaine, bénéfique à l'économie. Ce qu'il y a, c'est que ça se mesure sur le temps. Et donc, c'est un investissement sur l'avenir. C'est un investissement sur l'avenir. Et vous savez, c'est facile à chiffrer. C'est un travail de pédagogie. C'est facile à chiffrer. Hein. La guerre coûte beaucoup plus cher que la paix. Ouais. Tout à fait. Et donc la guerre aujourd'hui, en Ukraine, on l'a chiffré, hein, c'est simple, hein, c'est 50 à 100 milliards d'euros par an. Voilà. Et la force de maintien, la force de réassurance coûterait beaucoup moins cher. Mais il y a déjà ce coût qui est facile à chiffrer, mais il y a aussi ce que je disais, le fait de réduire l'instabilité géopolitique qui pèse sur toutes les activités économiques dans les pays concernés. Et effectivement, on n'a pas envie que quiconque aille mourir en Ukraine, mais si les forces ne sont pas présentes sur le sol ukrainien, et peut-être qu'aujourd'hui les volontaires insistent beaucoup sur ce point pour pouvoir montrer ensuite qu'ils font une concession, je ne sais pas. Je pense comme vous, Tatiana, je pense ça aussi. Ça peut être une technique de négociation. Si après ils sont à la frontière roumaine et polonaise, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de décès. Dans notre intervention dans l'ex-Yougoslavie, il y a malheureusement eu des décès, mais qui, fort heureusement, ont été relativement limités en nombre. Mais c'est aussi... ce qui est intéressant, c'est le coût de la stabilité, quand vous dites... Oui. Vous dites c'est le coût de la croissance et le coût de la stabilité. Hélène parlait du chancelier allemand. C'est vrai qu'on peut le réécouter, parce qu'on l'a écouté tout à l'heure dans la première heure de cette émission, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ce qu'il dit, moi, m'a assez frappé, en fait, il est limpide de lucidité, et en même temps, ça fait un peu peur. Écoutez ce qu'il dit, et on en parle après, vous me direz ce que vous en pensez, Vincent. Ce qui me préoccupe, c'est que nous ne sommes actuellement pas en mesure d'exercer une pression suffisante sur Poutine pour mettre fin à cette guerre. Nous dépendons de l'aide des Américains. Nous voyons que la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres pays du monde se montrent même ouverts à la Russie. Ce qui me préoccupe, et je l'avoue me dérange, c'est le fait qu'en tant qu'Européens, nous ne jouons pas actuellement le rôle que nous voulons jouer et que nous devrions jouer pour que nos intérêts soient suffisamment préservés. C'est quand même une espèce d'aveu de faiblesse qui est lucide, mais bon, il dit en gros, sans les Américains, il est lucide, il est sans langue de bois. Ouais. Il est extrêmement rare, ce qui est extrêmement rare chez un dirigeant, et je trouve ça assez remarquable. Juste pour conclure sur la question, je pense que le chef de l'État français ne démissionne pas, en grande raison, pour maintenir la politique internationale de la France et la politique de la France sur le dossier ukrainien. Donc en tant que chef des armées, et pour garder la main sur les grands sujets régaliens, et notamment la diplomatie. Et c'est en grande partie pour ça qu'il souhaite poursuivre son mandat jusqu'en avril donc 2027. Oui, mais avril 2027, c'est demain. Donc en fait, la question, c'est aussi sur l'alternance à l'Élysée, par exemple à l'Élysée, mais ça peut être au 10 Downing Street. Ce qu'on peut répondre à ça, Bénédicte, c'est justement cette fameuse coalition des volontaires. 26, très bien, s'il y en a 25, il y en a 25, s'il y en a 24, il y en a 24, mais il faut que cette coalition des volontaires fonctionne, soit dynamique, et qu'il n'y ait qu'un seul but, c'est de protéger l'Ukraine, d'une part, ou cette réassurance, et si nécessaire, de protéger l'Europe. Oui. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais l'Ukraine, quelque part, c'est le meilleur bouclier qu'on a trouvé jusqu'à présent contre la Russie, pour l'Europe et pour l'OTAN. Donc c'est presque un devoir que l'on a. Donc ça veut dire que, pour suivre tout ce que vous dites tous les uns et les autres depuis le début, ça veut dire que tant qu'on n'a pas trouvé, tant qu'ils ne se sont pas mis d'accord tous les deux sur cette fameuse ligne, et il n'y a qu'eux qui peuvent se mettre d'accord l'un avec l'autre finalement, puisque Donald Trump, il n'y arrive pas. Il y a le troisième, mais si Trump ne met pas l'énergie suffisante pour quand même mettre suffisamment de pression à Poutine pour trouver cet accord, à mon sens. Alors on va revenir dans un instant, parce qu'il met aussi la pression, pour le coup il met la pression aux Européens, Donald Trump, intéressant aussi, parce qu'il dit vous êtes bien gentil, mais à un moment il va falloir aussi que vous preniez votre part du gâteau, et notamment sur les hydrocarbures, parce que tout est une question d'argent évidemment. À tout de suite.
17h51, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans le grand dossier. Alors, on parle beaucoup de ce que pourraient faire les Américains, les Occidentaux pour essayer de régler le problème entre la Russie et l'Ukraine. Il nous a paru important de faire quand même un état des lieux, un état des forces en présence, si j'ose dire. Et c'est Sylvia qui s'y est collée. Vous avez regardé les chiffres, Sylvia. Si on essaye d'être précis, quel est l'état de nos forces à nous collectivement face aux forces russes? Alors effectivement, seul face à la Russie, ça change tout. Avec les États-Unis, la question ne se pose pas, mais seul, voilà, c'est un peu différent. Si on regarde les budgets consacrés à la défense en Russie, eh bien, ils représentent plus de 110 milliards d'euros en 2025, probablement plus d'ailleurs, et ça représente plus d'un tiers du budget global. C'est 7,1% du PIB. C'est une économie, vous le savez, qui est entièrement tournée vers la guerre, qui a des usines qui tournent pendant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, face à une industrie européenne de défense qui est sous-dimensionnée, qui doit se reconstruire après des années de désarmement. Du côté de l'Europe, on le voit, 343 milliards d'euros qui ont été consacrés à la défense par les États membres en 2024. C'est une augmentation de près de 20% par rapport à l'année dernière et c'est 1,9% du PIB. Si on cumule donc les budgets européens, on dépasse donc le budget russe, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des doublons, il n'y a pas de mutualisation. L'Union européenne qui, par ailleurs, a mis 800 milliards sur la table pour réarmer les 27. On va regarder maintenant la situation par pays, des pays leaders. La France, par exemple, 2,6% du PIB consacré à la défense, à 50 milliards cette année. En Allemagne, 2,12%. Grande-Bretagne, 2,33%. La Pologne, 4,12%, la Pologne qui atteindra rapidement les 5%, les autres pays de l'OTAN doivent les atteindre en 2035. Alors là, on a parlé budget, si on parle hommes, nombre d'hommes. Si on parle hommes à présent, les Russes disposent de plus d'1 million d'hommes, 1,2 million d'actifs précisément, officiellement en tout cas, dont plusieurs centaines de milliers qui sont engagés en Ukraine et des réserves beaucoup plus large qu'en Europe. En Europe, c'est pareil, si on additionne les armées européennes, eh bien, oui, on arrive au-dessus de ce chiffre, mais ce sont des armées qui sont très hétérogènes. On regarde la France, 200 000 hommes, le Royaume-Uni, 180 000, l'Allemagne, 181 000, la Pologne, 200 000 pour les armées qui sont les plus puissantes. Quant aux armes, pour être bref, Bénédicte, parce qu'on ne va pas tout passer en revue, l'avantage technologique, elle est à l'Europe avec une aviation qui est plus moderne, des forces navales qui sont puissantes, mais l'avantage quantitatif, eh bien, il va à la Russie. On termine par le nucléaire, c'est important. La Grande-Bretagne, la France sont des puissances nucléaires, mais seule la France est souveraine. La Grande-Bretagne, elle dépend des États-Unis, mais les deux pays, vous le voyez, ne pèsent pas très lourd face à la Russie. Plus de 4000 ogives pour la Russie, qui est la première puissance nucléaire au monde. Mais en termes de dissuasion, ça n'a pas tellement d'importance non plus, parce qu'une seule ogive peut déjà faire beaucoup de dégâts. Alors moi, ça c'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi est-ce qu'on dit la Russie, elle en a plus, 4300, Vincent, alors que nous, on en a 3000 et que, en fait, comme le dit très bien Sylvia, il suffit des poireaux et des carottes. Est-ce que ça nous rend plus puissants parce que quand on en a plus, je veux dire, Non, alors par exemple, là, je parle sous le contrôle de Patrick, mais dans le domaine de l'aviation, de l'aérien, je crois que les forces armées aériennes russes, c'est 4000 appareils à peu près, 4000 aéronefs. Ouais. Nous, l'Europe, tous les pays de l'Union européenne, compris plus le Royaume-Uni, c'est 2000, mais on a le double de chasseurs bombardiers, par exemple. D'accord. Donc, on ne peut pas comparer, c'est très difficile de comparer de toute manière. Ce qui est certain, c'est que d'un côté, il y a de la technologie, il y a de l'aérien, il y a des forces spéciales côté européen, et d'autre côté, il y a la masse, et il y a ce million de combattants présumés qui pourraient être engagés contre l'Ukraine et contre l'Europe. L'Europe peut-elle se défendre face à Poutine ? Absolument. La seule différence, et c'était très bien ce que résume Sylvia, la seule différence, par exemple, je prends simplement l'exemple des budgets, vous avez 110, mais uniquement pour l'industrie de guerre. Alors que les 340 millions, c'est 340 milliards, pardon. C'est pour l'entretien des forces, c'est pour les achats à long terme, la construction. Ce n'est pas pour fournir des munitions en permanence. Donc en fait, il faut entre guillemets relativiser. Mais ce qui est très intéressant en fait, c'est que il faut pas avoir qu'on ait peur de notre ombre. La seule chose, c'est que 110 milliards pour un pays qui est en guerre. Et 340 milliards pour une Europe qui est en paix. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est en économie de guerre et l'autre qui n'est pas... Ouais. Et l'Europe n'a pas envie aujourd'hui d'être en guerre. Elle n'a jamais voulu être en vie, mais c'est vrai que si nécessaire, elle a vraiment les moyens de sa politique. Et puis on a oublié les nombres, les ressources humaines, parce qu'on parle des soldats, mais il y a tous les réservistes et tous ceux qu'on pourrait mobiliser. 135 millions, je crois, en Russie.
450 millions d'hommes, d'habitants en Europe. Donc on a les moyens de se défendre, on a les moyens de faire face, mais on n'est pas en guerre et donc on n'a pas envie de se mettre en position de guerre. Mais par contre, on a pris conscience du risque et ça, c'est la vraie satisfaction, c'est qu'on essaie de s'aligner pour tout doucement prendre notre autonomie en Europe. C'est civis pacem parabellum, c'est vraiment le truc. Si tu veux, la paix prépare la guerre, c'est un peu ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc c'est de l'investissement sur le long terme. Mais bien sûr. Mais, et Hélène le redit très souvent, la problématique, c'est les opinions publiques. Forcément. Oui, et puis parce qu'il y a sans doute une prise de conscience effectivement au niveau politique, et on le voit par l'activisme des Européens ces derniers temps, mais encore une fois, oui, je pense qu'on n'est pas encore dans cette logique. Vous disiez, voilà, on est un continent en paix, avec des gens qui ne sont pas encore prêts ou qui n'ont pas pris conscience que même si la guerre n'était pas dans leur pays, sur leur territoire, le risque à plus long terme de déstabilisation, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait la guerre sur le territoire français, mais en tout cas toute forme de déstabilisation et puis une guerre qui pourrait s'étendre à l'Est, c'est de l'ordre du possible. Mais ça, je crois qu'au quotidien, dans le quotidien des gens, c'est pas quelque chose qui est encore très ancré. Et puis il y a une petite chose qui échappait à la très bonne présentation de Sylvia, c'est que c'est plus facile pour une dictature de faire la guerre en termes de chaîne de commandement que pour nos démocraties qui ne sont pas habituées à conduire des guerres de haute intensité. Oui, et je voudrais rajouter une chose, c'est que la plus grande faiblesse des Européens, et notamment de la France aussi, c'est la déstabilisation intérieure. Parce que si on est déstabilisé à la fois sur le plan économique et sur le plan social ou sur le plan politique, c'est une faiblesse. C'est ce qu'on disait juste avant dans la partie politique, avant que vous arriviez. On disait la journée du 10 septembre, à l'origine, a été un mouvement qui a été initié par des réseaux complotistes, etc. Pro-russe et largement d'extrême droite, et donc effectivement que ça avait été, et ensuite ça a été récupéré par pour le coup la gauche et l'extrême gauche, mais c'est vrai que ça c'est né comme ça. Je voulais vous faire écouter un morceau d'une intervention de Pierre Servant hier sur le plateau, je ne sais pas si on a le temps, parce que je vois qu'il est 17h58, au sujet de Donald Trump, où il dit en fait de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, pour les États-Unis et spécifiquement pour Donald Trump, le nerf de la guerre c'est l'argent, et lui ce qu'il veut c'est faire du business, et en fait peu importe à la limite les valeurs, on est sur du business, et si une Ukraine en guerre rapporte plus d'argent à Donald Trump qu'une Ukraine en paix, et malheureusement peut-être que effectivement l'Ukraine restera en guerre parce que, en tout cas les États-Unis ne l'aideront pas à faire la paix. Mais s'il fait bien ses calculs, je pense qu'il te rendra compte, j'espère, qu'une Ukraine en paix devrait rapporter plus d'argent aux États-Unis. Oui, parce que à long terme. À long terme, mais très rapidement, je reviens. Faire du business avec la Russie. Ils pourront faire du business avec la Russie, et puis il pourra y avoir plus d'investissements, plus de création d'emplois, plus de croissance dans un monde en paix que dans un monde en guerre. Donc c'est très court-termiste de penser que la guerre est meilleure pour le business. Et vous vous rendez compte ce à quoi on en est réduit ? C'est fou. En termes d'arguments. Oui. Non, parce qu'après, sur oublier les valeurs. On continue cette discussion un autre jour avec grand plaisir sur ce plateau, parce qu'il y a plein de choses à faire. Et puis préparer la paix, ça veut dire aussi préparer des reconstructions. Ça veut dire ça aussi, c'est porteur de beaucoup d'espoir, et notamment d'espoir économique. Sur une note positive, je fais partie du réseau des administrateurs indépendants de la Banque mondiale. Et donc j'ai assisté en mois de juin au forum de ces administrateurs. Il y avait une personne de la Banque mondiale qui m'a dit, voilà, moi, au début de ma carrière, j'ai fait des privatisations en Ukraine. Mais à la fin de ma carrière, mon rêve, ce serait d'aider à reconstruire l'Ukraine. Donc voilà, et je lui dis, écoute, si jamais il y a des projets, je suis également prête à y participer.